18h41, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Franck Tapiro nous a rejoint, un publicitaire. Bonsoir Franck. Bonsoir. Vous êtes là pour pousser un coup de gueule, j'allais dire encore un. Encore un, mais c'est un coup de gueule légitime. Qu'est-ce qui vous a mis en colère aujourd'hui? Ce qui me met en colère, il y a plusieurs choses, mais c'est surtout la prise de parole d'Aymeric Caron. On l'a vu, il y a... À l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Vous voulez qu'on l'écoute ensuite... peut-être pour vous mettre en jambes? On va écouter Aymeric Caron. Merci. Comme ça, vous allez pouvoir expliquer pourquoi ce qu'il a dit et ce que vous allez entendre vous a mis en colère. Le 7 octobre dernier, le Hamas s'est rendu coupable de crimes ignobles contre des civils israéliens. Plus de 1400 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans des circonstances qui suscitent l'effroi, l'indignation, le dégoût. Aux crimes de guerre du Hamas répondent aujourd'hui les crimes de guerre de l'armée israélienne. Selon les sources palestiniennes, les bombardements sur Gaza ont déjà fait près de 6000 morts, en grande majorité des civils, parmi lesquels 2400 enfants. Pourtant, on a l'impression d'un deux poids, deux mesures dans l'indignation. Dans cette Assemblée, des voix manquent encore pour dénoncer le sort subi en ce moment même par les Palestiniens, comme si une vie palestinienne valait moins qu'une vie israélienne. Voilà pour Monsieur Caron. Ça commençait bien, puis ça s'est mal terminé. Oui, en fait, les 10 secondes, au début, c'était pour... ok, je l'ai dit, je coche toutes les cases, c'est ignoble, etc. Mais tout de suite après, manque de chance, quand il parle de crime de guerre, à la fois du Hamas et d'Israël, c'est-à-dire qu'il considère que ce qu'il a décrit comme étant ignoble, donc ces attentats ignobles, on a égorgé, décapité, je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est important de le redire, ce sont des crimes de guerre. Déjà, première faute, politique, juridique et morale. Ce sont des crimes contre l'humanité, avec l'imprescriptibilité qui va au crime contre l'humanité par rapport au crime de guerre. C'était un pogrom. Un pogrom, c'est un crime contre l'humanité. Première faute. Ensuite, il renvoie dos à dos, bien entendu, et on connaît par cœur la même rhétorique, Israël dos à dos avec le Hamas, etc. Mais moi, je voudrais lui dire quelque chose de très simple à Aymeric Caron. Et je le connais. Avec ce manque d'humanité absolue dont il a fait preuve, il est passé à côté de la cause fondamentale qu'il défend depuis des années. C'est la cause de la souffrance animale. Ça paraît incroyable, mais moi je lui ai rappelé que dans les kibboutz, des dizaines et des dizaines d'animaux avaient été abattus, lâchement, décapités, brûlés. Vous pouvez voir les images. Par les terroristes du Hamas. 400 vaches aussi dans les kibboutz ont été abattues par les terroristes du Hamas. Et derrière, et je l'ai montré hier dans une vidéo, alors là, vous, à la radio vous ne pouvez pas le voir, mais pour ceux qui peuvent le voir en télé, voilà, je montre cette photo, une photo de tous les chiens abandonnés qui ont été finalement... qui n'ont plus de maître parce qu'ils ont été lâchement assassinés. Et moi, je dis, quand on est incapable d'avoir une once d'humanité pour les victimes humaines, peut-être qu'il en aurait eu pour ces animaux. Et pour venir en Israël, peut-être venir les adopter. Eh bien non, non seulement pas un mot pour ces chiens assassinés, ces vaches assassinées, ces chiens maintenant qui sont sans maître et qui vont être peut-être adoptables demain. Non, en fait, c'est pour lui montrer en fait que ce manque d'humanité se retourne contre lui. Donc, s'il n'a pas d'humanité, qu'il pense aux animaux, bien que j'ai toujours dit que les terroristes n'étaient pas des animaux, parce qu'un animal ne fait pas ce qui s'est commis dans un kibboutz. Donc, qu'il se réveille, s'il a encore un peu de conscience, qu'il vient peut-être en Israël pour adopter ses chiens. Éric Nolot, vous connaissez bien Aymeric Caron aussi. Oui, malheureusement, je connais bien le cas de Caron. Et là, c'est pas une révélation, ça vient de loin. Il y a une vidéo qui tourne, on n'est pas couché. Il explique à Alexandre Arcadi, c'est bien beau de parler du calvaire d'Ilan Halimi, mais pourquoi ne pas parler des enfants palestiniens? Enfin, c'est quand même déjà la rhétorique. Donc, c'est pas un dérapage, c'est un système de pensée. Après, quand j'écoute Franck Tapiro, je sais que vous n'êtes pas naïf, Franck, mais vous essayez de le prendre sur le registre de la bonne foi. En réalité, c'est des gens qui sont avec un seul objectif, c'est parler à leur électorat. Absolument. Donc ils s'en fichent totalement, d'ailleurs, de la réprobation que vous pouvez exprimer, la mienne, de quiconque autour du plateau. Est-ce que mon message est entendu par les gens qui sont susceptibles de voter pour moi? Est-ce que nous allons obtenir les 400 000 voix qui nous ont manqué la dernière fois? Il n'y a que ça. Et d'ailleurs, on aurait pu prolonger un tout petit peu la vidéo avec Mme Chikiro, qui passe un bon moment apparemment. Elle rigole, hein? Oui, elle rigole. Alors que quand même, ce qui est évoqué, c'est des choses absolument abominables. Elle, ça la fait rire. Donc en fait, on est à la fois dans un discours militant, mais surtout de cynisme. Je pense qu'il y a très très peu de bonne foi dans ce qu'a dit Aymeric Caron, beaucoup de cynisme. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va payer électoralement? C'est vraiment ignoble. Et la défense des causes est totalement, malheureusement, artificielle, on le voit, puisque exprès je l'ai focalisé sur la cause animale. J'attends ce retour, mais peut-être, j'ai pas encore regardé. Je pense que vous n'en aurez pas, mais bon. Peut-être qu'on ne sait jamais. Vous savez, je fais exprès d'espérer une réponse à ça. Céline Pina. Ceci étant, il y a sans doute de la pédagogie à faire sur le fait que le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux
tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Là, ce qui est horrible, c'est d'imaginer ces enfants qui avaient 8, 9, 10 ans, ces femmes, qui sont partis en emportant comme dernière image une image d'inhumanité, d'atrocité et de mépris de ceux qu'ils sont. C'est là où se niche le crime contre l'humanité, la négation absolue. Et je pense qu'on aurait intérêt à l'expliquer beaucoup plus, parce que sinon, le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. Or, c'est vrai, un mort palestinien, un mort israélien, c'est reste 2 morts. Mais la manière dont ils ont été tués, elle est différente et elle part de notre inhumanité ou de notre humanité. Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes d'accord avec l'analyse qu'on vient de faire ? Oui, bien sûr, chaque vie se vaut, c'est une évidence absolue, mais les morts n'ont pas la même signification. Et là, quand même, il y a le Hamas a déclenché une guerre, a provoqué une guerre. Je suis assez étonné de voir qu'il y a des gens qui imaginent qu'il pourrait y avoir des guerres sans morts et sans morts civiles. Mais il me semble qu'il y en a partout dans le monde. Où étaient les mêmes députés de la France Insoumise en juillet dernier quand le Hamas tirait à balles réelles sur les manifestants palestiniens de Gaza qui protestaient contre la domination du Hamas? Où sont-ils au Soudan? 9000 morts. L'ONU vient d'annoncer 9000 morts dans des guerres de factions entre factions musulmanes, pas que, mais notamment ces musulmans-là ne les intéressent pas. Les musulmans ne les intéressent que lorsqu'ils sont maltraités, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que c'est la représentation qu'ils en ont, par des Juifs. Le droit d'Israël de se défendre, c'est aussi le droit de mener une guerre. Alors évidemment, dans le respect du droit international, évidemment, gardons les yeux ouverts sur ce qui s'est passé, notamment, parce que c'est important de le rappeler aussi, les tortures qui ont eu lieu de Palestiniens, de paysans palestiniens par des colons israéliens. Mais la différence, c'est qu'en Israël, il y a des journaux qui sont allés mener l'enquête. La différence, c'est que le commandement de l'armée qui était présent sur place a été démis de ses fonctions. Qui peut sérieusement imaginer que quelqu'un à Gaza serait démis de ses fonctions parce qu'il est allé commettre des atrocités? Exactement. Au contraire, on a retrouvé les instructions disant tuez-les, violez-les, découpez-les. Tout ça a été écrit par le Hamas qui a en plus eu le cynisme ensuite de dire non, c'était pas nous, c'est des civils qui nous ont suivis. C'est des civils qui nous ont suivis, qui sont passés à travers les brèches. Il y a cette différence fondamentale. Bien sûr qu'Israël, comme n'importe quel autre État au monde, doit être soumis au respect du droit international. Bien sûr qu'Israël doit s'abstenir de commettre des crimes de guerre. Mais dans une guerre, il y a des morts. Enfin, je pense que depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais... Aucun Israélien, l'armée israélienne n'a jamais attaqué une rave party. Là, on parle quand même de gens qui sont en commando et qui sautent sur une rave party, sur des gamins en train de danser. Les objectifs d'Israël sont des objectifs militaires. Les objectifs du Hamas étaient des objectifs civils, des gens faciles à tuer. C'est terrible. Louis Dragnel et après François. Moi, ce que je trouve assez accablant aussi, c'est que LFI et ses cousins germains, même dans d'autres pays du monde, influencent considérablement les décisions politiques des chefs d'État. Vous voyez, par exemple, je pense que sans LFI et sans donc la crainte de la guerre civile, la crainte d'une explosion en France, Emmanuel Macron n'aurait pas dit ce qu'il a dit cet après-midi en disant qu'il n'était pas favorable à une opération terrestre. Et vous voyez bien, les choses bougent. Benyamin Netanyahou, on voit qu'il essaye quand même il fait attention, il veille à ne pas être lâché par la communauté internationale. Et donc, il tarde l'offensive terrestre. Et on finit même par se poser la question, est-ce qu'elle aura bien lieu? Mais ce qui est assez étrange, c'est que contre le Hamas, on a toutes ces pudeurs de gazelle, alors que contre Daesh, non mais pour moi c'est les mêmes, c'est les cousins germains. Contre Daesh, on n'avait aucun problème à dire qu'il faut éradiquer Daesh. Nous, l'armée française, on a combattu Daesh et on n'y est pas allé on n'a pas fait dans la dentelle. Non mais quand on envoyait des missiles Scalp dans des maisons, c'est la guerre, on essaie de la faire le plus proprement possible et surtout en gardant sa dignité et avec force et pas de haine, parce que c'est ça l'honneur d'une armée, c'est vraiment de rester dans cet état d'esprit-là. Mais ensuite, la guerre, c'est immonde et ça restera toujours immonde. Et donc, tous ceux qui ont encore... Vous voyez, le discours, moi, qui me gêne un peu, c'est ceux qui disent, oui, alors il faut faire uniquement des frappes ciblées. Mais quand vous avez des gens du Hamas qui se mettent dans des écoles et des hôpitaux, vous faites comment? En fait, les gens qui disent ça sont des tartuffes. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas prendre position. Or, en fait, la guerre, c'est soit vous soutenez une armée, alors après, il y a une question d'intensité, soit vous dites, je lâche Israël, et au moins les choses sont claires. Et d'un mot, je vous laisse la parole tout de suite, Franck. Pourquoi ne veulent-ils pas entendre non plus quand le Hamas lui-même revendique
revendique la stratégie des boucliers humains. Khalid Mashal, qui est l'un des membres fondateurs du bureau politique du Hamas, chef de la branche à l'étranger du Hamas, qui répond à la question, parce que pour le coup, d'une journaliste d'une chaîne arabe, à l'Arabia, et qui lui dit, mais quand même, les civils palestiniens, vous méprisez leur vie, etc. Et qui répond, il a fallu 30 millions de morts pour libérer la Russie, donc nous sommes prêts à assumer les mêmes pertes. Pourquoi les gens qui, ici, s'émeuvent du sort des civils palestiniens, mais ça, ce qui est évidemment parfaitement légitime, mais pourquoi n'entendent-ils pas que le Hamas est le premier à les exposer? Mais il y a une responsabilité, j'aimerais qu'on parle de la responsabilité de ces politiques justement qui agitent. Moi, les filles, je joue souvent avec leur acronyme, la France indigne leur va très bien. Aujourd'hui, non, c'est la France importatrice du conflit chez nous. Et ils n'ont pas commencé que depuis le 7 octobre. Ça fait des années qu'ils font ça, avec cette parabole, vous savez, entre Gaza et les Israéliens. C'est un peu comme les jeunes des quartiers populaires et le blanc juif de la ville qui est responsable, bien entendu, de leur État. Mais cette petite musique, elle existe depuis des années. On ne la dénonce pas. Donc j'aimerais qu'on appelle à la responsabilité de politiques qui ont des sièges à l'Assemblée nationale. Pourra-t-on, nous, en tant que citoyens français, supporter cela sans les condamner? Parce que si demain, ça pète là-bas et qu'on a évidemment un retour sur notre pays, est-ce qu'on pourra dire uniquement que c'est à cause des réseaux sociaux? Non. Parce qu'on donne un droit de tuer, un droit de terroriser. Et quand on est un peu responsable en politique, on ne se permet pas ce genre d'exaction. On donne un droit de tuer à qui, en fait, Franck Tapiro? Aux gens qui sont du Hamas, clairement, qui soutiennent le Hamas? Les frères Kouachi, ils étaient français. Mohamed Merah, ils étaient français. Étaient-ils citoyens français? Non. Mais ils avaient la nationalité française. Les futurs Kouachi et Merah sont en train de se monter la tête avec... Enfin, regardez les réseaux sociaux, les vidéos de leurs exactions. Les nazis, au moins, avaient cette politesse de planquer leurs crimes. Mais aujourd'hui, le Hamas, que fait-il? Ils le mettent en avant. Ils en font la pub. Ils revendiquent. Parce qu'ils savent que ça va gangréner les cerveaux, malheureusement un peu entamés par des irresponsables comme la France indigne, et faire d'eux, pas seulement des bombes à retardement, mais des terroristes à retardement. Donc il faudra se regarder dans les yeux et voir où sont les responsabilités. Mais pour moi, aujourd'hui, en France, l'ennemi, c'est la France indigne. Et la vérité, c'est que finalement, cette histoire nous amène à nous dire que si on avait su pour les chambres à gaz, il est probable que ça n'aurait rien changé. Parce que là, on sait, ça ne change rien, on sait, et le nombre d'actes antisémites explose. On sait, et vous avez des gens pour nier et pour soutenir le Hamas. Donc moi, en fait, c'est ma vision du monde qui s'est effondrée le 7 octobre, parce que je croyais vraiment que si on avait dénoncé la Shoah, elle aurait pu être arrêtée. Je pense qu'il y aura un avant et un après. Moi, je suis persuadée qu'il y a un avant et un après 7 octobre à long terme. Les Occidentaux, on croit toujours que les autres pensent comme nous. Et je trouve que la guerre en Ukraine, et là ce qui vient de ça n'a rien à voir, mais et là ce qui vient de se passer, nous remontre qu'il faut s'intéresser, il faut essayer de comprendre pourquoi les autres n'ont pas du tout la même vision de l'homme. Alors, un dernier mot de Franck Tapiro. Je voulais aussi vous montrer et vous faire parler de la une de l'Humanité, le journal qui a mis en tête d'affiche Meyer Habib, Yael Braun-Pivet, Manuel Valls, Jordan Bardella, dans une mise en scène assez sordide, façon Troisième Reich, pour être très clair. Et en disant, voilà, les inconditionnels de Netanyahou. Ben voilà, on désigne, encore une fois, les collabos de Netanyahou. On montre, voilà, les inconditionnels de Netanyahou, évidemment, ce sont ceux qui sont au soutien inconditionnel. Évidemment, on met quand même la présidente de l'Assemblée nationale bien devant, qui a campé, selon les dires du gourou de la secte indigne, à Tel Aviv, pour encourager le massacre. C'est exactement ces mots. Je reprends mot à mot. Et derrière, les autres, Meyer Habib, qui est député, Éric Ciotti, quand même, qui est président des LR. Et donc, Manuel Valls, ancien Premier ministre, qui, lui, était au front, face au Bataclan, face à tout ce qui s'est passé en France, et qui a été vraiment d'une efficacité inouïe. J'aimerais qu'on le remercie encore aujourd'hui. Et bien, ces gens-là sont pointés du doigt par l'humanité, mais quand on porte cette marque, ça, je reviens à mon métier de publicitaire. Comment peut-on avoir autant d'inhumanité que de désigner des cibles pour les futurs, des futurs terroristes ou attentats? Ça veut dire, voilà, les hommes et les femmes à abattre en France, chez nous. Mais quelle honte. Allez, un dernier mot, Éric. Ce qui est très troublant, c'est que l'extrême droite et l'extrême gauche ont interverti leur rôle. Exactement. Pour des gens de ma génération, c'est très très troublant. Et là, franchement, l'Humanité, cette une, ça fait plus penser à Rivarol, journal d'extrême droite négationniste antisémite, qu'à un journal qui Jean-Luc Mélenchon, qui a soutenu Jean-Luc Mélenchon, qui reconnaît Jean-Luc Mélenchon comme en fait un frère idéologique et une certaine cohérence, mais pour quelqu'un qui a
suivi la politique française ces dizaines de dernières années, cette interversion des rôles est très troublante. Et quelle hypocrisie ce PC qui dit qu'il rompt avec Jean-Luc Mélenchon et qui fait pire que LFI avec cette une. C'est du en même temps, mais à l'extrême gauche. Le mot de la fin, merci beaucoup. Franck Tapiro, Jean-Sébastien Ferjou, Céline Pina, Louis de Ragnel et Éric Nolot. Dans un instant, sur Europe 1, c'est Lionel Gougelot pour l'information et sur CNews, Christine Kelly et ses débatteurs pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.